Bonjour Martine. Bonjour Sophie. Alors, femme politique québécoise, ingénieure de formation, elle a travaillé chez Hydro-Québec pendant une vingtaine d'années, particulièrement comme gestionnaire en efficacité énergétique. Elle a agi à titre de porte-parole pour l'organisme Au Secours de 2000 à 2010. Martine Ouellette a été élue députée du Parti québécois en 2010 et nommée ministre des Ressources naturelles en 2012. Elle a également été à la tête du Bloc québécois jusqu'en 2018. Depuis 2018, elle a lancé un nouveau magazine indépendantiste, Oui, je le veux, et fondé le mouvement Québec indépendant. Au printemps dernier, elle a lancé le tout nouveau parti politique indépendantiste dédié à l'urgence climatique, Climat Québec. Elle vient tout juste d'annoncer donc sa candidature pour l'élection partielle, oui, tout à fait, dans Marie-Victorin. Et c'est un comté où elle demeure depuis des années. Donc, Martine Ouellette, est-ce que tu as toujours été tenace quand tu étais petite? Quel genre de caractère tu avais et est-ce que tu voulais faire des choses, changer le monde? Est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est difficile de dire qu'on était petit parce que moi, j'aimais jouer. Ma raison principale pour aller à l'école, c'était pour pouvoir jouer au ballon chasseur. Donc, oui, l'apprentissage, que ce soit là, les différentes matières à l'école, mais c'est ça. J'étais beaucoup impliquée dans des sports d'équipe. Au secondaire, la même chose. Et c'est vers la fin du secondaire, cégep, que j'ai commencé à m'impliquer en politique. Mais il faut dire que j'ai été inspirée par mes parents. Ma mère s'était présentée comme conseillère municipale. Mes parents étaient impliqués à l'exécutif local avec René Lévesque, parce que moi, j'habitais dans le comté de Taillon, qui était le comté de René Lévesque, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer. Et je participais donc aux élections. On faisait, à l'époque, il y avait des cartes de bingo. Ah oui? Oui, quand on allait chercher le vote, on remplissait ce qu'on appelait des cartes de bingo pour faire le suivi du vote, etc. Donc, moi, à 12, 13, 14 ans, je remplissais les cartes de bingo, je faisais le suivi, etc. Donc, j'ai été impliquée assez rapidement. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, je devrais peut-être savoir un petit peu plus de quoi il en retourne. Mes parents n'étaient plus sur l'exécutif et je vais faire un tour, juste voir à l'Assemblée générale. Et je connaissais les gens qui étaient dans le bureau de comté, étant donné que je faisais les élections. Et quand ils ont vu une jeune arriver, tout de suite, veux-tu venir sur l'exécutif de comté? Puis je me suis dit, ben oui, je vais l'essayer. Puis si j'aime pas ça, je trouve que ce parti-là me représente pas assez, ben j'irai voir ailleurs. Et mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Wow! Ouais, donc, adolescente, ça y était déjà. Est-ce que tu avais des passions? Je pense que la musique, t'aimais la musique? Ben, j'ai joué un peu, moi, de flûte traversière surtout, mais j'ai pas continué. Mm-hmm. Donc, j'étais plus impliquée, je dirais, du côté des sports. Donc, c'était mes implications plus parascolaires, que ce soit le ski alpin, que ce soit le ski de fond, que ce soit le badminton. Même, j'ai fait un peu de squash. Donc, j'ai été plus impliquée dans le sport. Mais c'est sûr que les études prenaient quand même pas mal de temps. Études et ensuite impliquée au Parti québécois. Donc, très rapidement, je me suis présentée à l'exécutif national du Comité des jeunes. Et là, je me suis dit, pourquoi les gens voteraient pour moi? Personne me connaît. Puis c'était pas les jeunes par les jeunes, c'était les jeunes par tout le monde. Hein? Donc, c'est tout le monde qui votait pour l'exécutif. Là, t'as 16 ans, en ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai dit, j'étais un petit peu plus vieille. Là, j'avais déjà fait un an. Je suis plus rendue vers 17, 18 ans. Et là, je me dis, j'irai pas... je commencerai pas à challenger Jacques Parizeau sur l'accession à l'indépendance. Je commencerai pas à challenger Camille Lorrain sur le français. Qu'est-ce que je peux apporter de plus comme valeur ajoutée à ce parti-là? Et le chapitre en environnement, c'était pas fort. Ah non, hein, il y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose, même s'il y avait déjà eu là à l'époque Marcel Léger, mais ça s'était perdu dans le temps. Et donc moi je venais de lire le rapport Brundtland, qui est le rapport qui a initié le développement durable, qui était le Sustainable Development, qui a été assez mal traduit par développement durable. Là, ça aurait dû être développement soutenable. Mais et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas fort. Et donc je me suis impliquée pour l'environnement. Et j'ai été élue. Fait que là, je dis, là, maintenant, je suis élue, il faut que je le fasse. Et donc, j'ai fait un petit sous-comité du comité des jeunes. Et c'est à partir de là que mon implication en environnement a vraiment été lancée. Et on a fondé le comité d'environnement. J'ai été présidente. Après ça, j'ai été à l'exécutif national, etc. Donc, déjà, la lancée politique vers l'âge de 16 ans. Mais je parle un petit peu avant.
tes rêves, les rêves de Martine Ouellet? On se dit toujours, je vais être vétérinaire, je vais être plus tard médecin. Ou est-ce que tu avais des rêves? Je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. J'avais quand même assez de facilité à l'école, donc les portes étaient pas mal toutes ouvertes. Et quand je suis arrivée au cégep, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait Sciences Pures pour me garder l'ensemble des portes ouvertes. Et j'avais 2 choix. Je me disais, où je vais aller en génie, parce que c'est important de comprendre les choses qu'on ne connaît pas. Je connaissais pas tant la mécanique, je connaissais pas exactement comment les choses se faisaient, ou en droit. Donc, j'avais ces 2 options-là et je me suis dit, pour aller en génie, il faut avoir des mathématiques très agiles. Donc, c'est comme un... Agile et poussé? Agile et poussé, mais c'est comme un marathonien. Tu commences pas par faire le marathon. Tu commences par faire des... Et donc, je me disais, si je lâche les mathématiques, le temps de me remettre dedans, ça va être difficile. Et donc, je me suis dit, le droit, je pourrais toujours retourner. Et j'ai donc été en génie mécanique et... Bon, et puis après ça, on connaît la suite, je l'ai dit en introduction, tu es dans un milieu d'hommes là-bas. Là. Tout à fait. Génie mécanique, c'était 10% de femmes et je crois que c'est encore le cas. Les 2 génies mécaniques et électriques sont les 2 génies qui résistent le plus à la mixité et j'ai jamais senti vraiment de différence de traitement. Ah non? Non. Par contre, tu l'as sorti en politique. Vraiment. Ouais. C'est assez surprenant. Alors là, t'as aucune différence en génie, mais en politique, il y a toute une différence. Moi, je l'ai pas senti. OK. Puis même quand j'étais chez Hydro-Québec, j'ai fait 20 ans chez Hydro-Québec, je travaillais avec les plus grands clients industriels, là, des aciéries, les pâtes et papiers. J'allais dans les usines voir les procédés. Et donc, c'était 80-85% masculin. Et oui, une blague une fois de temps en temps, mais en termes de respect, en termes de relations, de travail, j'ai pas senti de différence par rapport à des collègues. Et donc, et là, j'arrive en politique et en commission parlementaire et en course à la chefferie, j'ai vraiment vu la différence de traitement. Oui. Ça ressemblait à quoi? Parce qu'on pour ceux, il faut le dire, Martine a écrit son livre, très bien écrit par Nathalie Dufour, qui raconte tout ce qui s'est passé finalement. Mais j'aimerais l'entendre dire, ça ressemblait à quoi les remarques en politique? C'est toujours très... c'est pas très direct, C'est toujours très subtil, mais toujours la petite pique, le petit twist par en arrière. Et donc... on dit d'une femme, on va dire d'un homme qui est déterminé. On va dire d'une femme qu'elle est têtue. On va dire d'un homme qui est en colère. On va dire d'une femme qui est hystérique. Ouais. C'est pas pareil. C'est ça. Et c'est pas normal. Non. Dépendamment des gens avec qui j'ai travaillé, ça dépendait vraiment des gens. J'ai travaillé avec Pierre Arcan, ça a très bien été. On a fait un projet de loi, j'ai dû présenter une centaine d'amendements, c'est pas une blague, là. Et à chaque fois, ils étaient très ouverts, ils ont presque été tous adoptés. Et ça a été un vrai travail de collaboration. Quand je me suis remis à travailler, parce qu'il y a des changements de porte-parole, avec Robert Poitiers, pour ne pas le nommer, changement d'attitude complet, là. Et là, des jokes de mon oncle. Puis donc, ça dépend vraiment des individus. Je pense que c'est moins le cas parce que mon expérience date de quand même il y a une dizaine d'années, là. Et ça a beaucoup évolué depuis 10 ans. Dans le bon sens? Dans le bon sens. Bon, tant mieux. Vraiment. Tant mieux. Et je pense que ça existe moins aujourd'hui. Bon. Alors, ce côté-là. Donc, on retient que finalement, tu étais très bonne à l'école. Ton rêve, tu le savais, tu n'étais pas encore tracé, mais la militante, elle est là. Parce que pendant 20 ans que tu es à Hydro-Québec, il y a quelque chose qui te manque. On a l'impression que ça s'est bien passé. Les hommes se sont bien comportés aussi, tant mieux. Mais il y a la militante indépendantiste qui est là, puis qui veut sortir. Je pense que c'est important. Moi, dans mon environnement familial, c'est important de participer à la société. C'est important de contribuer. Ouais. Ça fait partie des valeurs. Ouais.
oui, on a nos vies individuelles, la vie familiale qui est très présente, mais contribuer à la société, je dirais quasiment c'est une obligation, mais c'est pas une obligation, là, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Ça fait partie de notre devoir. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, si c'est pas possible, mais ça fait partie dans mon éducation, d'un devoir de contribuer à l'ensemble de la société pour l'améliorer. Moi, je crois à ça beaucoup. On a chacun une contribution à apporter à la société. Et je trouve que c'est enrichissant collectivement, mais c'est aussi enrichissant personnellement de faire ça. Martine, t'es une fille vraie. T'es une femme vraie, avec des vraies convictions. Merci. Alors, on va tout de suite à la chanson. On va la présenter. Ben oui, c'est le déni de l'évidence et je trouve du groupe Mes Aïeux, que ça fait déjà quelques années qu'ils l'ont lancé. Et je me rappelle encore quand ils ont fait le lancement, là, j'avais été invitée comme représentante d'Au Secours et quand j'ai entendu ça, c'était tellement ça. Et aujourd'hui, c'est encore, puis c'est triste de le dire, que c'est encore tellement d'actualité et trop d'actualité, et on se parlera de Glasgow. Oui, tout de suite après. Mais le déni de l'évidence, c'était aussi à Glasgow. Allons l'écoute. Tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant. Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever maintenant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense au temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent. Alors, je suis en compagnie de Martine Ouellet, c'est Sophie Stanquet qui vous parle, ces paroles de politicien. Donc, vraiment... On a remarqué ta présence à Glasgow, tu étais là, tu as eu même sur Facebook, j'écoutais ce que tu nous postais. Comment c'était? Est-ce que c'est une vraie farce là-bas? C'était la grande danse du déni de l'évidence. Vraiment. C'est ça. De voir les dirigeants mondiaux essayer de pas trop s'avancer, de reculer par rapport à l'accord de Paris, alors que les catastrophes naturelles se multiplient partout sur la planète. On vient de voir encore il y a quelques jours en Colombie-Britannique les pluies diluviennes, les inondations incroyables. Et là, on ne peut plus continuer à tergiverser, on ne peut plus continuer à protéger les intérêts pétroliers parce que la vraie affaire en arrière de ça, là, c'est que plusieurs de ces dirigeants-là, beaucoup trop nombreux, dans le fond, ils sont manipulés, ils sont contrôlés par l'industrie fossile. On va se dire les vraies affaires, là. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ne veulent pas s'avancer parce qu'ils ont eu du financement pour leur parti. Puis le Canada n'est pas un exemple. Hein. Ben, le Canada est un des pires. Et moi, de voir... Et il faut quand même lui donner ça à Justin Trudeau. Il a réussi... la magie de se donner une belle image environnementale alors qu'il a fait pire que Stephen Harper. Et là, ils ont fait plein de promesses, Trudeau compris, qu'il n'a jamais respectées. Et là, ils nous en font des nouvelles, puis ils voudraient qu'on les croie. Mais voyons, sur quelle planète ils vivent, ces gens-là? Et puis, ils reculent toujours la date, parce que 30 ans, 50 ans, alors que pour la COVID, moi, si on fait un parallèle, on a bougé rapidement. Mais là, pour l'environnement, on recule les dates. Et on peut bouger. Et pour eux autres, c'est facile de reculer les dates parce qu'ils ne seront plus là.
C'est facile de parler de 2050, ils seront pas là. Et ils prennent aucun engagement quasiment à l'intérieur de leur mandat. Et même les chiffres, il n'y a pas de transparence. Justin Trudeau qui achète Trans Mountain, c'est une horreur. C'est une horreur de mettre des milliards de notre argent là-dedans. Et Stephen Guilbeault qui s'en va faire le faire-valoir de environnemental de Justin Trudeau. Juste pour revenir sur Stephen Guilbeault, il a été salué par l'industrie pétrolière. Donc, son passé environnementaliste, là, il est rendu vert brun, hein. Il est plus vert vert, là. Et lui, là, sa flexibilité, il a fait le grand écart d'accepter Trans Mountain. Oui, alors les gens... C'est incroyable, là. Comment c'était sur place? C'est-à-dire qu'il y a des choses que les caméras n'ont pas montrées. Est-ce qu'il y avait des manifestations? Est-ce que c'était vraiment juste du blabla? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés dans la rue puis qui ont fait des manifestations puis des discours à l'extérieur? Moi, quand je suis arrivée, la grosse manifestation venait d'être terminée. Je suis arrivée le dimanche soir, donc c'était le samedi-dimanche. Donc, face à ce qu'ils appelaient la Blue Zone, il y avait à l'extérieur des gens qui prenaient la parole, mais il y avait quand même pas des grandes foules. Et j'ai posé la question à plusieurs groupes et ils m'ont dit, écoutez, avec le COVID, c'est extrêmement difficile de déplacer notre monde, là. Donc, avec toutes les règles, la quarantaine, plusieurs pays sont obligés de faire de la quarantaine en arrivant au Royaume-Uni. Donc, ça a eu beaucoup d'impact. Et moi, les première journée, j'étais très déçue de voir à l'intérieur l'espèce d'apathie des groupes environnementaux qui cultivaient un faux espoir qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver. Et ça, dans ce temps-là, quand tu cultives ce faux espoir-là, ça enlève toute envie de s'indigner. Parce qu'on peut pas faire les deux en même temps. Et donc, j'étais assez déçue. Et d'ailleurs, il y a le réseau Action Climat canadien qui ont été particulièrement proactifs dans ça. Ils sont décevants de se dire, eux, tout est beau. T'étais beau, hein? Les entrevues que j'entendais d'eux, ici, c'était, c'est magnifique. Tout était beau. Et il faut dire que c'est un peu des anciens liés à Stephen Guilbeault. Il faut savoir que plusieurs de ces groupes-là ont reçu beaucoup de financement depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Donc, de voir que même au niveau des groupes environnementalistes, ces recettes-là fonctionnent, je trouvais ça décevant. Et je trouvais que c'était effectivement beaucoup de blabla à l'intérieur. Mais le vendredi, qui était la dernière journée... la fameuse journée. Les groupes au niveau international se sont levés à l'intérieur, pas à l'extérieur des murs, mais à l'intérieur des murs pour manifester, pancartes, slogans de l'ensemble des pays pour perturber l'ensemble des activités qui se passaient à l'intérieur des murs. Et là, j'ai fait... ça fait du bien. Ça fait du bien que des gens se décident que là, nous, on restera pas à l'intérieur à faire semblant de négocier avec des gens qui veulent pas aboutir de toute façon. Et donc, ça, vraiment, ça a été. Est-ce que tu as rencontré, après ça, je vais absolument te parler de Marie-Victorin, puis le temps nous fait la guerre. Tu as rencontré des alliés intéressants? Oui, des gens des Amis de la Terre à l'international. J'ai rencontré aussi les Global Greens, donc les partis verts partout sur la planète, donc que ce soit dans les Amériques, en Europe, en Asie. Et quand on regarde la charte des partis verts, c'est exactement dans la même ligne que Climat Québec. Donc, ça fait du bien quand on fait des combats comme celui-là, de voir qu'il y en a d'autres qui font les mêmes combats ailleurs sur la planète et qu'on va pouvoir échanger, réseauter pour additionner nos forces. Alors, comme dit Fred Pellerin dans ses chansons, se tenir debout, tu te tiens debout et tu repars donc en élection avec ton parti Climat Québec. Raconte-moi comment tu te sens et ta décision, elle a été prise quand? Parce que c'est bien juste d'arriver et tu te tiens debout. Se tenir debout, c'est toi, Martine Ouellette. Donc, raconte-moi toute cette histoire. Mais une fois qu'on a décidé, et ça s'est passé le printemps passé, de faire Climat Québec, donc un tout nouveau parti politique où on recommence à partir de zéro, c'est quand même pas rien, là, je dois vous avouer. C'est difficile. C'est des gros, mais un beau défi. On s'est dit, les partis existants, ça peut pas faire le travail. Ils s'éparpillent dans trop d'enjeux. On le voit, là.
les anciennes recettes, on peut pas continuer de la même façon si on veut avoir des résultats différents. Et là, il y a une vraie urgence, là. C'est pas du business as usual qu'il faut pour les changements climatiques. C'est des gestes radicaux, drastiques, rapides, et c'est possible de le faire. Et particulièrement au Québec, on est très bien placé pour se placer parmi les leaders de la planète. Mais on ne l'est pas. Pour l'instant, on est loin d'être un champion. Mais on pourrait vraiment devenir parmi les leaders à cause de tout le potentiel qu'on a ici. Et donc, une fois que cette décision-là est prise, ben là, on a fait l'ensemble des démarches administratives reconnues par le DGEQ, etc. On est en campagne, là, on fait notre première campagne de financement. Et là, tout d'un coup, et on le voyait quand même un petit peu venir dans le comté, se libère le comté de Marie-Victorin. Et ben moi, j'habite Marie-Victorin. Oui. J'habite Marie-Victorin depuis, j'ose quasiment pas le dire, depuis une trentaine d'années. Donc, c'est une circonscription que je connais très bien. Connais bien. C'est une circonscription qui est à Longueuil. J'ai été députée de Vachon, le comté voisin. Les groupes communautaires desservent en général l'ensemble de la municipalité. Donc, je connais bien la dynamique. Et donc, c'était un peu naturel. Ouais. C'était un peu naturel de prendre la décision. Oui. Mais en même temps, Martine, t'as eu mal. Hein, puis j'imagine que tu as encore mal avec ce qui s'est passé au Bloc, qui a été épouvantable au niveau des médias. Épouvantable. Ils ont été aussi épouvantables. Moi, je le dis et je signe avec toi. Puis on se dit, waouh! Si jamais c'est encore une autre défaite, comment tu vas te relever? Puis est-ce que tu es consciente de ça va être difficile? Comment tu es rendu? Tu as tourné la page, tu es rendu où là-dedans? On prend l'expérience et je pense que si j'ai été autant attaquée de façon aussi mesquine, c'est parce que je dérangeais. C'est parce que je dérangeais des dogmes établis, parce que j'essayais des nouvelles recettes qui fonctionnaient et que certaines personnes, pour ne pas le nommer, Gilles Duceppe, ne voulaient pas que les choses réussissent autrement qu'à sa façon à lui. C'est lui qui a vraiment orchestré l'ensemble là, de l'opération contre moi. Donc, à partir même des employés du Bloc et des anciens députés. Et donc, je pense qu'il faut pas lâcher dans ce temps-là. C'est de l'intimidation, c'est du bullying. La politique, et une chance, on a transformé les guerres en politique, mais ça reste de la guerre, hein? Il faut le savoir. Ouais, là. Tu repars en guerre, là. Et donc, ce que les gens ont essayé, c'est de me tuer médiatiquement pour que je ne puisse plus me relever, pour que je ne puisse plus avancer avec cette vision-là d'aller chercher un pays pour se donner les moyens pour agir contre les changements climatiques. Il faut pas s'arrêter à ça. Mais il faut savoir, par exemple, il faut prendre des leçons, il faut savoir que ça existe. Oui. Et c'est sûr que si j'avais à revivre la même chose avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'agirais pas de la même façon. Tu parlerais plus? Ah oui. Ah oui. J'osais pas, moi, Gilles Duceppe, qui était quand même, là, qui avait fait une grande expérience politique, j'osais pas aller dire publiquement tout ce qu'il faisait. Je me disais, il va s'arrêter, ça n'a pas de bon sens, il va. Mais finalement, à force de ne pas parler, c'est à moi-même que j'ai nui. Donc, je pense qu'il faut dénoncer quand les gens sont vraiment tout croche et il faut le dire. Mais il ne faut pas arrêter le combat. Le combat, il est important. Ouais. Et c'est sûr que ça va revenir. Quand on dérange, peu importe, ils vont se servir là, des mêmes lignes qu'ils avaient à l'époque, des fausses lignes pour essayer de m'attaquer. Mais t'es une guerrière. Mais il faut continuer. Je ne suis pas toute seule. On est tout un groupe avec plusieurs environnementalistes. Et on va pas là seulement pour gagner. On va là pour pour avoir une voix? Pour avoir une voix dans l'espace public, pour que le discours de l'urgence climatique soit entendu. Parce que là, on est en train de foncer dans un mur, puis c'est nos enfants puis nos petits-enfants. Puis si on n'agit pas, là, c'est nous qui allons être responsables des catastrophes qui vont arriver. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas agir, c'est quand même assez facile d'agir. Quand les gens me disent c'est trop compliqué, c'est pas vrai. Le pouvoir d'un État, c'est pas juste des gestes individuels qui vont permettre de réussir, ça prend le pouvoir d'un État. Et le pouvoir d'un État qui décide de ne pas se soumettre aux dictats économiques et aux dictats des pétrolières va faire toute la différence. Martine, l'indépendance en terminant, parce que là, on comprend que c'est l'environnement. Tout le monde est avec toi sur l'environnement. L'indépendance a toujours été une
grande indépendantiste, s'est rendue où maintenant? Ben, c'est pas possible d'agir dans un Canada pétrolier. Impossible! Le Canada arrête pas de nous empêcher d'agir, que ce soit sur notre territoire ou à l'international. Il faut qu'on aille chercher tous nos pouvoirs. Merci beaucoup, Martine Ouellette.